gros sujet aujourd'hui, celui du poids de l'apparence physique dans notre société, dans nos sociétés, des normes de beauté et des privilèges et discriminations liés à ces normes de beauté. Je vais principalement m'appuyer sur les travaux de Jean-François Amadieu. J'ai lu donc son livre Le poids des apparences il y a 5-6 ans et ça m'avait donné une grosse claque. Je pense qu'à l'époque, si on m'avait dit bon Dara, la beauté apporte des privilèges et la laideur apporte son lot de discrimination, j'aurais sûrement dit ouais, sûrement, sans me rendre compte du poids de l'impact de tout ça. Et ça m'avait donné une énorme claque. Ça m'avait aussi beaucoup intéressée dans ma quête de sens autour de mon histoire de transclasse, parce que Jean-François Amadieu parle beaucoup des interactions entre la norme de beauté actuelle et le classisme en fait, hein, et explique en quoi la norme de beauté est construite socialement et plutôt construite par la classe dominante. Mais ce qui m'avait le plus marqué, c'était toutes les études qu'il consolide autour du privilège de la beauté dans tous les domaines de la vie. Il parle du privilège de la beauté dans le domaine matrimonial, ce qui est assez peu surprenant, mais donne des chiffres effarants sur le privilège de la beauté dans le domaine professionnel, ou encore, là je n'y attendais pas du tout, dans le domaine judiciaire, du genre à crime ou délit égal, la différence du coup de traitement qu'une personne belle va avoir par rapport à une personne laide. Bon bref, ça m'avait vraiment énormément marqué hein, cette lecture, et par ailleurs je trouve que c'est un sujet qui est assez peu adressé dans nos sociétés. On a assez peu conscience du poids vraiment de cette norme de beauté et du privilège de la beauté dans nos sociétés, et je trouvais important du coup de faire une vidéo à ce sujet. Dans cette vidéo je vais principalement m'appuyer sur les travaux de Jean-François Amadieu, donc surtout Le poids des apparences à vrai dire, qui certes est un peu daté, il date de 2002, donc forcément en termes de chiffres, mais aussi en termes de contexte, il n'y avait pas les réseaux sociaux etc. Ça fait de ce livre un livre un petit peu daté, mais j'aime beaucoup sa construction. Et il y a beaucoup de choses qui sont encore très vraies, et il suffit de mettre à jour les chiffres et c'est bon. Et là, ouais, la construction de ce livre est vraiment très bien, et ce sera aussi, je vous en parle juste après, mais je vais faire coïncider la construction de la vidéo avec la construction de ce livre. Et je vais quand même, en fin de vidéo, faire un point sur la société du paraître, qui est également de Jean-François Amadieu, paru en 2016, avec donc des mises à jour de chiffres et des points plus précis sur des éléments de contexte qui n'existaient pas en 2002 et qui existent désormais, et notamment les réseaux sociaux par exemple. Je préfère m'appuyer là-dessus, comme je disais, c'est surtout une question de structure. Je trouve qu'ici on est sur une structure extrêmement rigoureuse, ça donne vraiment l'impression d'un compte rendu de chercheurs, ces recherches de plusieurs années, avec une construction qui questionne d'abord les présupposés, l'objet de recherche, et puis ensuite qui déroule en fonction des domaines qui déroulent les privilèges de la beauté. Celui-ci est un livre peut-être plus plaisant à lire d'une certaine manière, mais moins, à mon sens, moins rigoureux dans sa construction. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais faire un petit résumé donc, du premier chapitre du livre, sur les standards de beauté. Comme dit Amadieu, avant de mettre au jour les conséquences considérables du poids de l'apparence physique dans tous les aspects de nos vies, il faut bien définir ce que c'est que la beauté et s'assurer que les points de vue convergent suffisamment pour pouvoir affirmer qu'une norme sociale existe. Et c'est de cette norme que découlent les privilèges, les discriminations, etc. Alors effectivement, il y a eu énormément d'études qui ont été menées. Hein. Alors, la plupart de ces études consistent dans des gros panels de tests de jugement de beauté sur photo, en fait. Hein. Donc plein de personnes vont à un laboratoire de sociologie ou derrière leur ordinateur à la maison et doivent noter de 1 à 5, de 1 à 10, je sais pas, des visages qu'on leur propose donc sur cette échelle de beauté. Et donc il y a énormément d'études qui ont été menées, qui sont construites de manière variée. Elles montrent que les points de vue convergent. Les points de vue convergent très fortement. Il y a peu d'écart-types, enfin les écart-types pardon, sont très faibles, et les gens notent globalement de la même manière. Donc on a beau avoir en tête qu'il y a des goûts et des couleurs, des préférences individuelles, c'est vrai, sûrement à la marge, mais il y a une convergence des points de vue très forte.
Et ce qui est intéressant ensuite, c'est de creuser en fait de quoi est faite cette convergence et de quoi est faite cette norme qui apparaît. Alors d'abord, Amadieu dit il y a pas mal d'études qui ont montré que la symétrie est valorisée. Alors il y a des études qui ont testé de voir est-ce que les visages symétriques sont mieux notés que les visages non symétriques. Et effectivement, il semble que ce soit assez perçu positivement par les observateurs et qu'il y a une attirance plus forte pour les visages symétriques. Amadieu propose une analyse là-dessus en disant que derrière il y a un peu de jeunisme, peut-être beaucoup, parce que souvent les visages les plus symétriques sont aussi les visages plus jeunes. Donc le lien ici est très, très probable. Ensuite, beaucoup d'études ont montré qu'on était plus attiré par des visages dans la moyenne ou qui font la moyenne. Qu'est-ce qu'on entend par là? En gros, on a montré des panels de visages à des gens avec un visage qui était la moyenne de tous les visages par algorithme. Et très 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 souvent, c'était le visage qui était composé de manière artificielle à partir des autres visages qui l'emportait. Donc là, l'analyse derrière, c'est que possiblement, comme on voit des multitudes de visages depuis l'enfance, on aurait des représentations mélangées, et donc moyennes, d'une certaine manière, d'un idéal. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ça se vérifie donc, à un niveau international. Des études ont montré que quand on mixe des origines ethniques diverses, les participants venus de toutes les origines qui ont été mélangées choisissent le visage composé. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir le compte rendu de ces études. Et ensuite on en arrive aux critères discriminants qui sont très 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 forts, que les études montrent qu'ils sont très forts donc, dans la définition de cette norme de beauté. Donc tout d'abord des critères racistes. On constate que le modèle occidental de beauté s'impose beaucoup. L'analyse d'Amadieu et d'autres disent que c'est via la publicité, la télévision, le cinéma, la presse, et toute la domination occidentale. Et de vastes enquêtes ont été menées sur de très très longues durées depuis les années 80 et montrent en fait que année après année, les évaluateurs notent de plus en plus favorablement les normes occidentales. Donc ça concerne à la fois la couleur de la peau, mais aussi les traits de visage, la taille, la silhouette, etc. Deuxièmement, les critères sexistes jouent énormément, c'est pas une surprise, mais voilà, ici c'est assez quantifié. Donc typiquement sur les aspects de silhouette, alors il y a beaucoup d'éléments sur les aspects de visage. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution aussi depuis les années 80, typiquement les visages d'hommes avec des traits considérés comme féminins sont de plus en plus valorisés. Bon. Sur la silhouette, pour les hommes, le ratio taille-torse est très, très valorisé lorsque le ratio est le bon au regard de la norme. Et pour les femmes, ce qui est regardé, c'est le ratio taille-hanche plus une grosse poitrine, mais pas trop grosse. Bon. Des critères extrêmement sexistes qui jouent beaucoup dans les notes finales. Évidemment, des critères grossophobes. Donc pour les femmes comme pour les hommes, mais surtout pour les femmes, la norme de poids joue énormément dans la note attribuée. Alors, dans le livre de 2002, la femme préférée des hommes a un IMC de 20,4, ce qui est faible. Hein. La femme préférée des femmes a un IMC de 19,3. Et là où j'étais surprise, c'est que dans les chiffres qu'il a mis à jour dans La Société du Paraître paru en 2016, ces IMC sont encore plus faibles. Je crois que c'est presque un point en dessous. Et j'étais surprise parce que je me disais que en 2016 on était peut-être déjà un peu plus dans cette norme, qui est une norme très forte aussi, hein, mais du fit plutôt que du maigre, et manifestement pas en fait, hein. Enfin en tout cas la norme d'IMC, donc quand même de rapport poids-taille, est encore plus faible en 2016.
Et donc l'analyse d'Amadieu, hein, et bon, il va un peu plus dans le détail que ça, mais il parle de l'exposition au déferlement des images, retouchées, remodelées, il parle des jouets des enfants. D'ailleurs, à ce propos, dans la Société du paraître, il y a vraiment, il approfondit énormément la question des Barbies notamment, et c'est assez intéressant. Donc avec des silhouettes de Barbie totalement irréalistes. Et il parle de la Barbie curvy, qui est une bonne initiative, mais dont il montre qu'en fait, elle n'est pas curvy du tout, elle est juste normale. Enfin, normale n'est pas un mot très intelligemment utilisé ici, mais voilà. Donc voilà, il parle quelques éléments de réflexion autour de la grossophobie, mais c'est pas chez Jean-François Amadieu qu'il faut se renseigner sur la grossophobie de toute façon. D'ailleurs, à ce propos, je parle un peu vite là, non à ce propos, allez lire, si vous ne l'avez pas fait, Gros n'est pas un gros mot, de Daria Marx et Eva Pérez Bello, qui pour le coup est la référence en la matière sur le sujet de la grossophobie et qu'il faut vraiment lire. Alors ensuite, il y a la question de l'interaction entre classisme et normes de beauté. Ça pour le coup, je vais en parler un peu plus longuement, d'une part parce que Amadieu, lui, le développe beaucoup, et puis parce que là, ça relève de mon expérience. Hein. En changeant de classe sociale, je me suis rendu compte du point auquel, quand on est bourgeois, on apparaît comme plus beau, pour tout un tas de raisons, que quand on est ouvrier. Alors il y a plusieurs choses qui jouent. D'abord, c'est ce qui apparaît un peu comme le plus flagrant, mais c'est pas parce que ça apparaît comme le plus flagrant que c'est toujours perçu, hein, mais il y a la manière dont on s'apprête. C'est-à-dire que vous prenez deux personnes, à trait de visage égal, à silhouette de corps égale, vous lui mettez des vêtements de bourgeois, donc achetés dans une belle enseigne, avec des super coupes, des matériaux considérés comme nobles. Quand je dis des super coupes, c'est des coupes dans la tendance du moment, donc considérées du bon goût, etc. Donc ça c'est pour les vêtements. Vous lui mettez des beaux accessoires. Encore une fois, quand je dis beau, c'est considéré comme beau par la norme. Hein. La personne se fait une coiffure classique, considérée comme classique, comme distinguée. Des bijoux, un sac de marque, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous l'apprêtez d'une manière bourgeoise, vous reprenez cette même personne et vous lui proposez d'acheter des vêtements chez Kiabi, vous lui indiquez des goûts de style différents, vous lui proposez des lunettes un peu bas de gamme et peut-être avec des goûts qui sont pas les goûts de la classe dominante et qui lui donnent un look que certains vont considérer comme un peu plouc. Vous lui mettez des gros bijoux un peu en toc que certains considéreraient comme vraiment pas élégants. Pareil, des chaussures un peu en plastique, trouvées dans une ancienne très bon marché. Bref, vous avez compris l'idée, vous lui mettez tout ça et ensuite vous demandez aux gens de juger qui est la plus belle. Il est très probable que même si les gens perçoivent qu'il y a une différence de look, ils aient quand même l'impression que la personne avec le look bourgeois soit plus jolie, même de silhouette et de trait de visage, parce que ça va être considéré comme flatteur. Et ça c'est vraiment très très fort en fait. Ça, de toute façon il y a un classisme des looks, hein, c'est-à-dire que même si... en gros, vêtements, maquillage, accessoires, coiffure, tout ça, ça fait l'objet de normes. Et même si le look dépend des milieux, il ne faut pas imaginer qu'il n'y a pas d'échelle de valeur. Le look de la upper class constitue une échelle de valeur et ça joue énormément dans nos jugements. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, hein, c'est de voir que Amadieu rappelle que le vêtement des riches a longtemps été reconnaissable à son inadaptation à un usage laborieux. Ce sont des vêtements qui sont fragiles, qui sont salissants, qui entravent les mouvements, etc. Et même si aujourd'hui il y a eu une récupération de beaucoup de vêtements pratiques, comme le jean, comme les tennis, etc.,
on fait en sorte qu'ils se distinguent hein, par les goûts, par les matières, les coloris, la manière dont on va les porter, etc. Si je partage un peu d'expérience là-dessus, moi je dirais qu'il y a eu un énorme gap entre mon look avant d'arriver en prépa et mon look en sortant de la prépa. Et après encore, enfin oui, il y a eu une continuité de l'évolution parce que ça a évolué avec mes moyens financiers, mon contact, enfin ma présence dans le milieu bourgeois et donc un certain modelage de nouveaux goûts en fait, que j'ai pas forcément vu se faire, hein, mais dont je me rends compte maintenant a posteriori. Et quand je compare les photos, c'est assez hallucinant. Voilà, enfin moi quand je suis arrivée en prépa, j'avais des mèches blondes dans les cheveux, donc j'avais les cheveux décolorés, assez abîmés malheureusement par ces décolorations. J'avais pas du tout les mêmes vêtements, donc j'en ai parlé rapidement dans la dernière vidéo, donc je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, j'avais pas les mêmes goûts de vêtements et j'allais pas les acheter dans les mêmes enseignes non plus, et c'était pas la même qualité de vêtements, bah ouais. J'avais des lunettes que j'avais achetées chez Optique 2000 avec la mutuelle de mes parents et c'était des lunettes où il y avait des petits strass sur les côtés et ça avait été l'occasion de certaines moqueries par les camarades de Louis le Grand et j'avais appris ça après et ça m'avait beaucoup blessée. Et il y avait eu un côté genre oh, j'ai des lunettes de plouc, je m'en rendais pas compte, enfin voilà. Je pense que du coup ouais, mes vêtements flattaient sûrement moins ma silhouette que une belle chemise dans une belle matière, un beau chemisier dans une belle matière qui a un parfait tombé, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Et du coup j'apparaissais comme moins belle. Alors, il y avait d'autres raisons aussi, hein. Typiquement j'avais quand même une acné assez sévère donc ça jouait beaucoup. Mais ouais, j'apparaissais comme moins belle beaucoup en raison de ce look. Donc voilà. Et donc au-delà de la manière dont on s'apprête, il faut avoir en tête que le social marque nos chairs en fait. Hein. Quand je parlais tout à l'heure de l'expérience où on imagine une personne à visage et silhouette identique et on l'imagine de manière apprêtée façon bourgeoise ou façon ouvrière, on va dire, en fait ça marche pas trop parce qu'il n'y a pas de visage et silhouette identiques à milieux sociaux différents. Le social marque nos chairs de plein de manières. On sait que l'obésité est une maladie de pauvre pour plein de raisons. Vous pourrez retrouver des contenus sur cette question qui sont bien mieux faits que ce que je pourrais faire et bien plus pertinents. Mais pareil, hein, dans le livre Gros n'est pas un gros mot, il y a plein d'éléments là-dessus. C'est effarant à quel point ça concerne majoritairement les classes sociales en situation de précarité. Ensuite, il y a la manière dont le travail marque le corps aussi. Hein. Moi je vois bien dans ma famille, mon beau-père par exemple qui a été tourneur-fraiseur toute sa vie, à force d'un métier comme ça laborieux, avec des accidents du travail aussi, un métier dangereux, son corps est marqué par ça. Et puis au-delà des effets un peu directs de ton milieu social d'origine, il y a des effets directs du travail par exemple. Il y a tout ce que tu ne peux pas apporter par rapport à une personne bourgeoise et avec des moyens financiers, donc tous les soins en fait. Hein. Beaucoup de personnes de la classe sociale privilégiée vont énormément soigner leur corps, leur alimentation, vont faire du sport, parce qu'elles ont le temps et les moyens de ça, vont aller en institut de beauté, vont acheter des produits onéreux pour prendre soin de leur peau, leurs cheveux, etc. etc. Ça joue énormément. Et moi j'ai bien vu aussi pour moi la transition de ça et aujourd'hui d'avoir ces réflexes très bourgeois, de prendre soin de moi, d'avoir le temps et les moyens de faire du sport. Si de temps en temps j'ai envie d'aller en institut de beauté, j'y vais. En fait c'est des trucs où c'est marqué par ta classe, mais ça a des grosses conséquences sur ton corps. Donc voilà. Alors on entre dans le chapitre 2 où Amadieu explique en fait le mécanisme qui est derrière le privilège de la beauté. En fait l'idée c'est qu'on associe le beau au bon et c'est ce mécanisme là qui engendre ensuite tous les privilèges et toutes les discriminations. Il parle d'abord d'études qui ont été menées, donc des grosses études qui montrent cette association entre beau et bon.
Donc en fait ce qui se passe, il y a plein d'études, elles sont faites de manière très diverse, mais la plupart du temps c'est un peu toujours pareil, c'est que en tant qu'évaluateur, tu es confronté à une série de fiches d'identité d'individus avec plein de détails sur des aspects de leur vie, de leur personnalité, avec une photo forcément, etc. Puis à chaque fois tu dois répondre à des questions, donc selon vous, est-ce que cette personne se fait facilement des amis, est-ce que cette personne est plutôt querelleuse ou pacifique, est-ce que cette personne est intelligente, etc. Et les études en fait sont construites de telle manière et sont tellement, comment dire, sont faites à tellement grande échelle que ça permet d'isoler le facteur beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc effectivement, ça se vérifie, on associe le beau au bon, c'est-à-dire que toutes les belles personnes sont toujours par rapport aux personnes plus laides, considérées comme plus sociables, se faisant plus facilement des amis, considérées comme plus masculines quand ce sont des hommes, comme plus féminines quand elles sont présentées comme des femmes, ont une sexualité considérée comme plus épanouie, ont un mariage réussi, sont peu querelleuses, ont une excellente santé mentale, sauraient dominer, sont plus intelligentes, ont plus d'ambition, sont plus heureuses. Ça c'est tous les préjugés du coup qui ressortent, tous les jugements qui ressortent de toutes ces grosses études où on teste en fait ce qu'on projette sur la beauté. Et Amadieu explique quelque chose de super intéressant, c'est que derrière cette projection, il y a un mécanisme de prédiction créatrice. En gros, les individus se conforment à l'image que la société leur renvoie d'eux. Et ce processus a son origine dans la plus tendre enfance, notamment à l'école, mais on le verra dans le chapitre sur la scolarité. Et du coup, les gens beaux développent les qualités qu'on attend d'eux et qu'on attend chez eux, et les plus laids finissent par se conformer au rôle qu'on leur a assigné. Alors, dit comme ça peut sembler assez surprenant. Il y a beaucoup d'études qu'Amadieu évoque, il y en a une en particulier que j'ai notée qui est, je trouve, vraiment très impressionnante. Donc lors de cette étude, il y avait à chaque fois 2 personnes qui donc faisaient l'objet du test. Et elles devaient s'entretenir pendant 10 minutes au téléphone. Donc on leur a sûrement donné un sujet random, on s'en fout. Le fait est qu'on faisait croire à l'homme, en l'occurrence c'était un homme et une femme, on faisait croire à l'homme qu'il allait tantôt s'entretenir avec une femme séduisante, tantôt discuter avec une femme peu attirante. Et, très important, la correspondante ne savait pas qu'elle avait été présentée de la sorte. Dans le premier cas, donc l'homme pense discuter avec une femme séduisante. Il se montre systématiquement beaucoup plus aimable, beaucoup plus ouvert dans toutes les formes de sa communication verbale et non verbale. Et de son côté, la correspondante, qui ne sait pas comment elle a été présentée, se montre directement très détendue, par exemple elle fait de l'humour, etc. Si bien que l'interlocuteur la trouve d'autant plus séduisante et que ça renforce du coup sa conviction première qu'elle est séduisante. Donc cercle vertueux. Alors que, vous l'aurez tout de suite compris, mais comme quand la femme était présentée comme peu attirante, l'homme était beaucoup moins ouvert, du coup c'était difficile à recevoir comme communication et elle-même se renfermait et ça confortait du coup l'homme dans sa conviction première qu'elle était peu attirante. C'est assez violent quoi, mais c'est ce genre d'étude vraiment très éloquente. Et donc de manière plus générale, Amadieu explique que les gens beaux sont plus assurés de leur pouvoir de séduction et de fait, dans plein de domaines de la vie, ils peuvent exercer un certain cercle vertueux comme ça et un certain privilège. Il parle de l'effet de halo. Le fait est que du coup certaines caractéristiques prêtées aux beaux sont effectivement vraies. Ça ne veut pas dire qu'elles ont été développées de manière juste, mais elles peuvent être vraies. Mais du coup en fait il y a un effet de halo si bien qu'on induit la présence de plein d'autres qualités et à nouveau un cercle vertueux pour les personnes belles se met en place et ces prédictions sont autoréalisatrices. Amadieu parle de l'importance bien sûr dans le lien entre beau et bon, de l'importance du cinéma, de la télévision, des magazines, etc. qui valorisent directement l'image et qui renforcent les stéréotypes. Il parle beaucoup de l'enfance, donc je referai un point sur le chapitre lié à l'école et à l'enfance, mais il parle de tout le moment où on développe justement
ce lien entre beau et bon, notamment à travers tous les médiums qu'on reçoit quand on est enfant, et notamment les dessins animés, avec une surreprésentation des gens beaux et de cette égalité entre beau et bon. Voilà. Je trouve que c'est très... En fait, ce qui est très intéressant, enfin intéressant, enfin voilà, c'est de creuser un peu cette complexité derrière ce sujet. Parce que finalement, cette discrimination, elle est hyper forte, mais pour pouvoir répondre aux personnes qui nous diraient oui, mais non, les personnes belles sont vraiment parfois plus performantes, nanana. Oui, alors n'oublions pas que c'est aussi parce que le traitement que la société leur a fait depuis la tendre enfance leur a permis de développer tout ça. Donc ce mécanisme de prédiction créatrice, c'est important de l'avoir en tête quand aussi on s'adresse aux gens, quelle que soit du coup leur apparence physique. Alors, chapitre 3 du coup sur le domaine scolaire et du coup l'enfance, hein, où beaucoup de choses du coup se mettent en place autour du privilège de la beauté. Amadieu explique que souvent on a un peu cette image du premier de la classe comme un gamin au physique un peu ingrat. Et en fait, quand on observe vraiment les faits de manière rigoureuse, bah, c'est plutôt l'inverse qui se constate. C'est-à-dire que les élèves plutôt considérés comme beaux sont plus performants à l'école que les élèves considérés plutôt comme laids. Et à ce propos, petite expérience personnelle, mais quand je suis arrivée à Louis-le-Grand, c'était une de mes premières constatations. Enfin, c'était vraiment un grand choc que de voir à quel point tout le monde était hyper beau. C'est comme ça que je me le suis formulé. Les gens sont hyper beaux. C'était un délire. Et notamment les filles, je regardais beaucoup les filles, j'avais l'impression qu'elles étaient toutes plus belles les unes que les autres à leur manière. Et je les admirais à la fois pour les traits de leur visage, leur silhouette, mais aussi la manière dont elles s'apprêtaient, leur gestuelle, leur posture corporelle. Je les trouvais magnifiques. Et je trouvais, oui, que tout le monde dans la classe était vraiment très 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 beau, au-dessus de la moyenne. Et voilà, en fait, il y avait plein de choses qui jouaient. D'une part, il y avait, on revient au début de la vidéo, l'interaction là entre classe sociale et du coup apparence physique et proximité avec la norme de beauté ambiante. Et puis il y avait cet effet. Les bons, parce que du coup à Louis-le-Grand, c'était des bons élèves qui étaient là, sont souvent des élèves qui sont considérés comme plutôt beaux. Et Amadieu explique qu'effectivement, en fait, ce mécanisme de prédiction créatrice que l'on vient de voir s'applique dès la maternelle. Et donc les beaux enfants dès la maternelle sont plutôt privilégiés. On note une plus grande bienveillance des camarades et des professeurs à leur égard. Et donc il y a un cercle vertueux qui s'enclenche en fait pour ces enfants qui sont considérés comme beaux, traités comme des enfants beaux, et donc qui prennent confiance en eux plus facilement. Et le fait est que ce cercle de l'exclusion ou de la réussite est si implacable que les enseignants se trompent assez rarement quand ils pronostiquent des parcours. À l'arrivée, en fait, beau et laid se comportent un peu comme il était prévu quand on regarde les études macro. À ce propos, j'ai noté une étude que je trouve particulièrement parlante, donc je vous la partage. Il y a des expériences qui ont été menées où on soumettait des copies avec et sans photo à des profs qui donc devaient les noter. Et donc sur des gros panels, on donne les mêmes copies mais avec des photos d'étudiants ou d'étudiantes belles ou laides et des copies sans photo, bref. Quand il n'y a pas de photo, le bon devoir est noté 6,6 sur 10 et le mauvais 4,7 sur 10. Quand la copie est accompagnée de la photo d'une belle étudiante, le mauvais obtient 5,2. Donc 5,2 pour le mauvais devoir, c'est une meilleure note que sans photo. Donc ça veut dire que cette personne belle a une sorte de bénéfice du doute malgré son mauvais devoir. En revanche, quand la copie est accompagnée de la photo d'une étudiante ou d'un étudiant laid, le bon devoir n'a que 5,9 et surtout le mauvais obtient 2,7 sur 10. Donc il y a vraiment un coup près, c'est si tu as fait un mauvais devoir et qu'en plus tu es considéré comme laid, tu es vraiment très 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 durement noté.
Donc ça pose forcément des questions, ça pose notamment la question de l'oral dans les concours. Puisqu'on est tellement formaté comme ça, c'est pas de la faute des professeurs, hein. Enfin, je veux dire, c'est la faute de c'est porté par la société. On est simplement porteur de cette représentation sociale à l'échelle individuelle. Mais du coup, voilà, ça pose la question de l'oral dans les concours. L'oral dans les concours pose plein d'autres questions que le poids de l'apparence, hein, mais voilà. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez vu passer, en raison du Covid, le dernier concours de l'agrégation s'est passé sans euros, et beaucoup plus de femmes ont été admises. Alors, on passe au chapitre 5 sur le poids de l'apparence dans la vie professionnelle. Là, c'est vraiment le cœur des études de Jean-François Amadieu, là où il est le plus spécialiste. Et il entame ce chapitre en expliquant que c'est une question qui est très tabou en France. On ne questionne pas le poids de l'apparence physique dans les carrières professionnelles, dans les recrutements. C'est presque jamais traité, comme si ce n'était pas une question. On continue de mettre des photos sur les CV sans plus que ça pose problème à quiconque. Et alors que par exemple aux États-Unis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus questionné, beaucoup plus traité. Alors concrètement, comment ça se passe lors des recrutements et de manière générale dans la carrière? Amadieu explique que lors des recrutements, les hommes et les femmes au physique agréable sont davantage recrutés, en particulier quand il y a un contact clientèle. Et il reporte un tableau, page 109, j'essaierai peut-être de le mettre si j'y arrive dans le plan, où il montre que le soin apporté à l'apparence et le physique sont des critères qui apparaissent comme très importants et qui parfois prévalent sur d'autres critères qui pourraient nous sembler plus fondamentaux dans le domaine professionnel, comme des trous non expliqués dans le CV, ou un parcours erratique que le candidat explique de manière peu convaincante, etc. Donc ça joue énormément, et j'ai noté aussi quelques statistiques sur les rejets liés à des physiques disgracieux. Alors pour les emplois commerciaux, un physique disgracieux engendre 66% de rejets systématiques, c'est énorme. Pour un poste de direction, 44% de rejets systématiques, un poste dans l'administration, 11%, et un poste dans la production, 19%. C'est vraiment hyper violent. Ce qui se passe, comme on l'a vu là dans d'autres domaines, c'est qu'il y a un effet de prédiction autoréalisatrice, des premières impressions aussi qui vont engendrer des biais de confirmation, etc. En fait, ce qu'il explique à Amadieu, c'est que, alors certes, être beau a pu rendre possible, par un contexte favorable, le développement de certaines qualités qui vont pour le coup être utiles en entretien, l'assurance, la confiance en soi, l'ambition, le pouvoir de séduction et tout. Mais il y a surtout aussi des grosses premières impressions et des effets de halo qui jouent lors des entretiens. Alors Amadieu rappelle que notre communication ne se limite pas du tout aux mots qu'on dit et aux phrases qu'on prononce. Caricaturalement, on dit que il y a 3 modes de communication, 3 médiums de communication quand on s'exprime. Il y a la voix, il y a le verbal, donc ce qu'on dit, les phrases, les mots, ce qui pourrait être consigné à l'écrit. Il y a le vocal, donc les inflexions de notre voix, le ton qu'on emploie, la vitesse d'élocution, le volume de notre voix, etc. Et puis il y a le visuel, donc tout ce que la personne en face de nous perçoit visuellement, notre posture corporelle, nos mimiques de visage, notre sourire, notre regard, les vêtements qu'on porte, etc. Et on parle de 55% de communication qui passe par le visuel, 38% par la voix, 7% par ce que l'on dit. Alors c'est quantifié, c'est assez connu ça, mais voilà, c'est des ordres de grandeur. Mais en tout cas, forcément, les premières impressions du début d'entretien vont être très influencées par le visuel et donc par la coupe de cheveux, l'habillement, les accessoires, la posture. Et le recruteur, il est sensible à cet effet de primauté, comme il n'aime pas la dissonance cognitive, donc il va avoir un biais de confirmation qui fait que tout au long de l'entretien, au fur et à mesure du déroulé, il va essayer de confirmer cette première impression qui est souvent très positive quand la personne est très belle et souvent plus négative si la personne a un physique considéré comme disgracieux. Et donc voilà, ce recruteur il a des inférences inconscientes et la prime à la beauté va fondamentalement beaucoup jouer, sauf si vraiment derrière il n'y a rien et
et que le candidat n'est vraiment pas opérationnel pour le poste proposé, mais en tout cas ça joue énormément. Amadieu fait un point particulier sur le facteur d'exclusion que constitue le poids lorsqu'il est considéré comme trop élevé. Donc là, je vous renvoie encore à Gros n'est pas un gros mot pour toutes les discriminations dans le monde professionnel liées à la grossophobie. Mais en tout cas voilà, Amadieu rappelle que les personnes grosses sont moins souvent recrutées, et lorsqu'elles sont recrutées, elles sont souvent recrutées à des postes à responsabilité moindre. Et il parle également de jeunisme et de la discrimination flagrante que les personnes de plus de 50 ans, dont les personnes dont les personnes de plus de 50 ans sont les victimes sur le marché professionnel. Au-delà des moments de recrutement, qui sont des moments clés en fait dans la carrière, on peut avoir une vision plus globale de la carrière des personnes en fonction de leur apparence physique. Et ce qu'on constate, c'est que les beaux sont effectivement plus successful, ils gagnent plus et ils ont des postes à plus grande responsabilité. Il y a des études qui ont été menées, notamment une étude sur 11 000 Britanniques de 33 ans. Les moins, alors je crois que c'était des hommes, ouais, c'était des hommes. Les moins séduisants gagnent environ 15% de moins que la moyenne. Les hommes de grande taille gagnent 5% de plus, les hommes de petite taille 5% de moins. Un beau vendeur gagne 13% de plus, un vendeur grand 23% de plus que la moyenne. Enfin, c'est... Dans le monde professionnel, le fait d'être beau va énormément jouer, et tout ça aussi a des interactions avec tout ce qu'on a vu avant, puisque on arrive sur le marché professionnel en étant beau depuis l'enfance, mettons, et ça nous a apporté aussi un succès scolaire et donc des diplômes et donc une certaine assurance, enfin tout ça agit au sein de cercles. Alors on arrive au dernier chapitre sur lequel je voulais faire un petit peu lumière dans le poids des apparences, c'est celui qui s'intitule le délit de sale gueule et qui porte sur l'interaction entre privilèges de beauté et manière dont la société nous punit de nos fautes, donc que ce soit les punitions dans l'enfance ou carrément les sanctions juridiques lorsqu'on commet un délit ou un crime lorsqu'on est adulte. Un chapitre que j'ai trouvé vraiment très impressionnant. Alors tout d'abord, Amadieu fait un point sur l'enfance et montre que les enfants laids sont punis de manière plus sévère que les enfants beaux à faute égale. Il y a une étude en particulier qu'il nous expose. En fait, on demande à des adultes de sanctionner les fautes commises par des enfants de 7 ans. Et à chaque fois, ils disposent de dossiers décrivant des transgressions plus ou moins graves dont l'enfant s'est rendu coupable avec une photo de l'enfant. Alors il y a 2 transgressions. Première transgression, Peter a jeté une boule de neige à un camarade qui a un hématome à la jambe. Bon, c'est pas cool de la part de Peter, mais bon, ok. Deuxième transgression, là c'est plus vénère. Peter a fabriqué une boule de neige en enveloppant un morceau de glace coupant dans la neige et l'a envoyé sur un enfant qui est désormais blessé et saigne. Donc là, Peter, il a grave déconné, quoi. C'est pas cool. Et donc, plusieurs choses. D'abord, en termes d'évaluation de la gravité, on a demandé aux adultes d'évaluer la gravité de ces 2 transgressions à chaque fois. Et on constate que les adultes se montrent plutôt tolérants à l'égard des beaux. C'est-à-dire que si la photo de Peter montre un joli Peter, la qualification des faits est déjà moins sévère et donc dépend de l'apparence. Ensuite, on leur a demandé s'ils pensaient probable que l'enfant recommence. Et là, c'est assez flagrant, les beaux allaient beaucoup moins recommencer selon eux. C'est assez fascinant, quoi. Donc on peut imaginer qu'un enfant laid on sera beaucoup moins tolérant vis-à-vis de lui, donc beaucoup plus dans la sanction, dans la punition et dans la dureté par rapport aux enfants beaux. Ensuite, un point sur la mécanique judiciaire. Alors, Amadieu explique que les études montrent que les témoins, lors donc dans les tribunaux, les témoins sont plus ou moins entendus et considérés comme crédibles par les jurés en fonction de leur apparence. Les avocats séduisants gagnent, c'est très net, gagnent beaucoup plus d'affaires. Les accusés beaux sont traités avec une beaucoup plus grande clémence, une bien plus grande clémence, sauf exception dans les affaires d'escroquerie.
Parce que là du coup le fait que la personne soit belle, on considère que c'est un facteur aggravant et qu'elle a profité de ça pour escroquer. Il y a des études en laboratoire qui ont été en fait menées pour demander à chaque fois, pour juger de la peine que la personne, si elle était jurée, donnerait. Et à chaque fois on mettait une peine beaucoup plus, beaucoup plus dure pour les personnes au physique plus ingrat. On a montré aussi que les juges de l'État du Texas prenaient des décisions différentes selon la beauté des accusés. Il y a un tableau, page 159, donc j'essaierai de le mettre. Et puis ce qui est assez fascinant dans ce tableau, c'est qu'en fait c'est plus le délit commis est grave, plus la prime à la beauté a un effet spectaculaire. Donc voilà, là aussi je trouve que c'est... le privilège de la beauté s'applique vraiment à tous les aspects de nos vies, et c'est d'une injustice vraiment criante, quoi. C'est hardcore, je trouve, à constater. Alors, juste un tout petit point, comme j'avais prévu en début des vidéos, un tout petit point sur les apports de la Société du paraître sorti en 2016. Amadieu parle du poids des réseaux sociaux et du fait que ça nous piège encore plus dans une forme de culte de l'apparence et que ça nous rappelle une pression constante à être dans la norme et à être beau. Il parle des évolutions et des progrès techniques, de la reconnaissance faciale, du big data pour analyser nos réactions et sentiments, notamment face à la publicité, etc. Il fait un point sur le harcèlement et le cyberharcèlement à l'école, qui est souvent très lié à l'apparence physique, sachant que le poids est le premier motif. Il donne des chiffres, etc. Il fait un gros point sur le poids, l'influence des jouets dans l'enfance, et notamment, j'en parlais un peu plus tôt dans la vidéo, mais la morphologie des poupées qui sont proposées, avec des expériences qui ont été menées. Il met à jour un certain nombre de chiffres sur l'IMC idéal, sur les perceptions de beauté des silhouettes. Il analyse à la loupe certaines pratiques devenues décomplexées dans les recrutements de personnes belles, notamment le fait que beaucoup d'entreprises choisissent de manière ostensible et assumée de ne recruter que des personnes jeunes, minces et belles. Il parle du rôle du maquillage un peu plus en détail dans les CV, les photos sur CV et les entretiens. Donc le maquillage joue un grand rôle, on est beaucoup plus recruté si on a du maquillage en tant que femme que si on n'a pas de maquillage. Et ensuite il y a aussi une gradation, si on a un maquillage de bon goût, un maquillage de mauvais goût selon les normes, etc. Quelques critiques néanmoins que je porterai sur ce livre, et c'est aussi pour ça que j'ai préféré pas me baser sur ce livre-là dans cette vidéo, c'est que je trouve qu'il y a quelques commentaires un peu à l'emporte-pièce. Je pense que c'est aussi parce que du coup c'est moins un livre présenté comme un livre de chercheur qu'un livre un peu grand public, ce qui est pas mal en fait. Un livre grand public c'est bien en soi, mais du coup il y a des moments où ça fait un petit peu discussion de comptoir sur des sujets qui ne souffrent pas la discussion de comptoir, je pense. Je pense notamment à un moment donné où il parle de procréation, de congélation des ovocytes, et je trouve que, mec, il sort des trucs où t'as envie de dire, bon écoute c'est un peu plus compliqué que ça quand même, et je sais pas si t'as trop ton avis à donner, voilà. Pareil, il fait une page sur la chirurgie esthétique qui devient de plus en plus banale, et je trouve que ça peut pas faire l'objet d'une page en fait. C'est soit tu en parles vraiment, et c'est beaucoup plus complexe que de dire ah là là, il y a de plus en plus de chirurgie esthétique, pression à la beauté. Surtout qu'en plus ça concerne beaucoup les femmes, et je sais qu'en fait à mon avis c'est de très bonnes intentions de sa part, mais bon c'est pas la question en fait, et je trouve que c'est un peu trop à l'emporte-pièce. Donc voilà. Mais sinon il y a des apports intéressants. J'étais un peu déçue en fait sur l'aspect réseaux sociaux, parce que je trouve que ça aurait pu être plus profond sur cette question, et je trouvais que finalement c'était un peu des banalités. C'est pas des mauvaises banalités, mais c'est un peu des banalités quand même. On pourrait aussi lui reprocher de ne pas avoir assez creusé d'autres formes de discrimination que le classisme dans les normes de beauté actuelles. Pour autant, Amadieu a fait un travail extrêmement important
il a apporté cette réflexion du poids des apparences dans la recherche en sociologie française. Il a en plus, je trouve, cette démarche en fait de rendre ses travaux accessibles au travers des publications qu'il a faites. Et vous voyez, j'ai un peu critiqué à cet égard la société du paraître, mais en fait ça a les qualités de ses défauts, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça m'apparaît parfois un peu moins rigoureux, mais d'un autre côté, c'est agréable et facile à lire, et c'est très bien en fait que ça existe. Et c'est des questions qui sont hyper fondamentales, et ce poids de l'apparence, ce privilège de la beauté, cette discrimination de la laideur, la construction de la norme de beauté, tout ça, ce sont des questions qui ont un poids immense dans nos sociabilisations, dans la manière dont les individus vont réussir ou échouer dans la société, vont être plus ou moins bien traités par la société et donc vont plus ou moins souffrir aussi. Et ce sont des injustices qui sont très fortes, qui se construisent de manière complexe tout au long de notre vie, qui sont peu conscientisées. Et donc c'est vraiment important, les travaux d'Amadieu à cet égard sont vraiment importants et donc apportent cette réflexion et cet éclairage qu'il est très nécessaire, je pense, d'avoir. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de choses, plein de pistes de réflexion qui sont proposées par Amadieu et tous les chercheurs mondiaux sur la question. Mais déjà, il y aurait des inspirations à aller trouver aux États-Unis par exemple, dans la manière d'éviter au moins un petit peu les biais d'apparence physique dans le recrutement au travers de l'interdiction des photos sur CV, etc. Après, il y a aussi toute une prise de conscience à l'échelle sociale de ces projections qu'on fait sur la beauté, et donc du traitement qu'on réserve aux enfants, des jouets qu'on leur donne. Il y aurait beaucoup de choses à faire dans la manière dont les médias grand public valorisent la beauté. C'est un sujet, comme beaucoup d'autres sujets, qui traverse notre société, et donc c'est très... il y a énormément de pistes de réflexion dans tous les domaines, et en même temps c'est assez désespérant de voir à quel point c'est incrusté et à quel point ce sera difficile de toute façon, et ce sera un travail de très très longue haleine, comme plein d'autres luttes d'ailleurs, pour réussir à progressivement s'en échapper. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vais aussi partager en barre d'infos une vidéo qui m'a été très gentiment suggérée lorsque sur Insta j'expliquais que je préparais une vidéo sur cette question. C'est la vidéo d'une personne qui a une chaîne YouTube et qui, alors c'est en anglais, mais la personne parle en fait de son expérience justement d'être devenue une personne belle alors qu'avant elle était une personne considérée comme laide, et c'est vraiment super intéressant de l'écouter et du coup de voir ce qu'elle a perçu, cette personne, à travers cette transition. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et à bientôt pour la prochaine vidéo.